Salam alaikum, Azoul, bonsoir. L'armée a toujours été au cœur du pouvoir en Algérie. Mais elle a toujours fait en sorte de faire élire l'un des siens en charge de président de la République. Ou alors de d'ériger une façade civile derrière laquelle elle agissait dans l'ombre. Mais depuis le 22 février, ce grand tournant dans l'histoire du peuple algérien et les grands bouleversements qui s'en sont ensuivis, le roi est désormais nu. Ben Saleh, le président fantoche, ne fait plus illusion. Et Ahmed Gaïd Saleh, le chef d'état-major, ne fait même plus semblant de se confiner à ses seules prérogatives constitutionnelles, comme il disait lui-même. Les premières semaines qui avaient suivi la protesta, il ne cessait de répéter à l'envi que l'armée ne se mêlait pas de politique, qu'elle resterait dans son rôle de protéger les frontières et de lutter contre le terrorisme. C'est tout. Puis, discours après discours, d'abord un seul chaque mardi, avant d'en faire plusieurs par semaine, le chef d'état-major sortit progressivement des bois pour en arriver à s'afficher sans plus de mièvrerie, dans le costume du véritable chef d'État. Il continue de se présenter comme le chef d'état-major et le vice-ministre de la Défense, sous les ordres d'un ministre qui n'existe pas. Mais tous ces discours, ces menaces, ces violentes attaques contre tous les manifestants qui dénoncent la mainmise de l'armée sur la gestion politique du pays sont clairement destinés à l'installer, sans plus de complexe ni de précaution dans le rôle du désormais suprême potentat. Plus de 5 mois depuis le début du mouvement citoyen, les choses semblent se décanter. D'une certaine manière, puisqu'elles deviennent plus claires, même si elles ne sont pas très réjouissantes. Non seulement les chefs de l'armée ne cachent plus leur véritable rôle dans l'équation politique, mais ils font désormais tout pour montrer qui est le maître des lieux. L'apparition de l'attaché militaire sur la pelouse Kérotte pour féliciter les joueurs, rôle normalement dévolu au président fantoche, qui avait été éclipsé sans état d'âme, montre bien que les vrais maîtres du pays ne craignent plus de s'afficher en tant que tels. Sinon, les étudiants ont encore marché ce mardi. Et ainsi, les vendredis succédant au mardi, le peuple continue de s'exprimer face à un régime autiste qui pousse l'audace jusqu'à considérer que les manifestations ne le contestent pas, non, au contraire, mais qu'elles le soutiennent. Lui, le désormais Mengel, le grand justicier qui nettoie les écuries d'Ogia. Lui, le Nofambari Bedissi qui va remplacer le français par l'anglais. Lui qui a réussi l'exploit, c'est le terme qui a été prononcé, de transporter des supporters en Égypte et autres grandes prouesses du genre. Et le plus curieux, au sein de cette pseudo-opposition, qui brasse beaucoup de vent, il faut reconnaître, est qu'elle est totalement en porte-à-faux avec les revendications de tout un peuple, comme si elle était sur une autre planète, comme si elle parlait d'autres gens que ses propres compatriotes. Pendant que le peuple continue de refuser des élections présidentielles dans les conditions actuelles, cette opposition continue de vouloir les faire passer comme le souhaite la junte. Pendant que le peuple a unanimement adopté le slogan « Doula Madaniya Meshi Askariya », elle continue à n'évoluer qu'à l'ombre de la casquette, une pseudo-opposition dont certains vont jusqu'à affirmer publiquement que ce slogan central du peuple algérien provient de sources laïcardes et franchouillardes. Rien que ça.
Algérie, Ahmed Gaïd Saleh en chef d'État. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jamel Abina, militant associatif. Jamel Abina, merci d'être avec nous. Merci. Merci. Alors, au téléphone, nous aurons Omar Tabet, étudiant, qui va nous parler un peu des marches des étudiants aujourd'hui. Aziz Mouatz, professeur, auteur et journaliste, qui sera avec nous depuis Mostaganem. Khald Zirem, militant associatif, qui sera avec nous depuis Bjaya. Alors, Jamel Abina, voilà, donc aujourd'hui, les choses semblent se décompter à leur manière, puisque cette armée qui s'est toujours cachée derrière des paravents, des présidents qu'elle désigne, qu'elle fait élire, élire entre guillemets, aujourd'hui, l'armée est réellement à la manœuvre et elle ne s'en cache même pas. Elle s'assume en tant que telle, quasiment. Ahmed Gaïd Saleh est devenu quasiment le vrai chef d'État. Si on s'en tient déjà à l'histoire récente des 30 dernières années, l'armée était déjà à la manœuvre avec le Haut Comité d'État en 92. Oui. C'est quand même le mec qui a fait coup d'État et qui a installé au pouvoir différents militaires. Enfin, j'avais oublié. Mais bien avant, depuis 65, depuis coup d'État. Ils ont tous été. Mais la légitimité d'avant n'est pas celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on sort d'une guerre contre la France, il y a une peur qui est logique, parce que c'est le colon qui est aux aguets. Et c'est forcément l'armée qui prend le pouvoir, ça ne fait pas attendre de miracle. Après, ce qui est dommage, c'est que le Front de Libération Nationale, libérant l'Algérie, aurait dû libérer l'Algérie en termes civils, c'est-à-dire libérer les énergies, libérer la possibilité que les gens puissent s'organiser en tant que structure politique et puis commencer un petit peu à développer le pays. Et ça, malheureusement, ils sont restés bloqués sur des vieux poncifs qui sont influencés par l'étranger, évidemment. Je parle des communistes, je parle des Nassériens, je parle de tout un tas de mouvements comme ça idéologiques. C'est le modèle de Gamal Abdel Nasser. Moi, je porte son nom, mais ce n'est pas par hasard. Oui. Ça a du sens pendant la Révolution, ça a moins de sens après. Absolument. Et le panarabisme qui prend le relais, et puis tout un tas de frictions comme ça dans la société. Mais l'armée a toujours été à la manœuvre, c'est pas d'hier. Mais le problème, à la limite, avant, c'est une armée qui est légitimée par la Révolution. Oui. En 92, on passe à autre chose. On passe, effectivement, c'est pareil, Chadli a été désigné par les militaires. 92, au comité d'État, c'est une junte militaire qui s'installe. Qui s'installe après un coup d'État. Après un coup d'État, bien sûr. Oui, c'est un vrai coup d'État, il ne faut pas raconter l'histoire. Quand on dit arrêt du processus électoral, ça s'appelle coup d'État militaire. C'est un joli euphémisme. C'est un bel euphémisme. C'est comme sursaut révolutionnaire de Boumediene. Voilà, c'est pareil. Alors qu'on tue 250 000 personnes, je n'appelle pas ça un arrêt de processus, j'appelle ça un début de processus sanglant. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là encore, le pays était dans une situation économique catastrophique, puisque c'est le contre-choc pétrolier de 86 qui conduit aux événements de 88, du 5 octobre 88. Des centaines de jeunes dans la rue tués, une ouverture démocratique qui ressemble vraiment à une démocratie à ce moment-là. On est vraiment dans une Algérie qui est en ébullition. Absolument. Des journaux qui se libèrent, des partis qui émergent, une parole qui se libère. Et puis après, paf, la chape de plomb qui tombe en 92. Et à partir de là, évidemment, c'est très confortable parce qu'on a une image de l'ogre islamiste qui est en face, donc on peut taper fort. Et pendant ce temps-là, on continue à piocher dans les réserves de l'État, dans l'argent, on continue à mal gérer le pays ou ne pas gérer le pays. On continue à laisser une popularisation s'installer. Et l'arrivée de Bouteflika, après un autre militaire qui était Yamin Zerwal, est consacrée à nouveau par l'armée. C'est logique. Et c'est les militaires qui l'ont ramené. Absolument. Et il n'y a pas d'élection. Qui l'ont fait élire. Il n'y a pas d'élection de toute façon. Tous les candidats qui se présentent contre lui s'écartent. Il n'y a pas d'élection, c'est vraiment un plébiscite. D'ailleurs, les six autres se sont retirés. Oui, absolument. Il n'y a donc pas eu d'élection. C'est bien lui qui est Ils ont compris qu'il avait été déjà élu avant les élections. Voilà. Et bon, la transparence, malheureusement, à gérer, elle est compliquée. Mais à la limite, quand Bouteflika arrive, il arrive dans un moment où du côté du pétrole, il y a Chavez qui fait le travail, qui fait monter le baril du pétrole en disant aux pays producteurs de calmer un peu la production. Donc le pétrole décolle, on a droit à quasiment... En France, on parle de 30 glorieuses pour l'économie. Là-bas, on va parler des 20 glorieuses pour l'économie algérienne. C'est vraiment un décollage vertical du pétrole. Sauf que glorieuse n'est pas un mot très indiqué. Alors quand je dis glorieuse, c'est en termes pétroliers. Ce n'est pas le fruit du travail. J'entends bien. C'est pour ça que je dis pétrolier. C'est les 30 rentières. Les 30 rentières glorieuses pour la rente pétrolière. En aucun cas pour la structuration économique, ou très peu. Je dis toujours aux Algériens, c'est difficile de rien faire avec autant d'argent. Donc ils ont fait des petites choses, mais ce n'est pas structurant et ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce qui manquait en Algérie, c'est libérer l'initiative privée, c'est laisser les Algériens travailler parce qu'ils sont travailleurs, contrairement à l'idée reçue. C'est vrai qu'on a beaucoup vendu l'idée que le peuple algérien est un peuple de feignants assistés. Or, ce même peuple de feignants qui est à la rue aujourd'hui, dans la rue qui manifeste, le Hirak, ils ont montré et démontré qu'ils étaient non seulement pas feignants ni assistés, mais qu'ils étaient déterminés. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'armée est obligée de sortir du bois, du guet. Elle a écarté pour des raisons logiques Bouteflika parce que ça devenait caricatural, un homme en fauteuil roulant malheureusement. Et derrière, il y a le président du Parlement qui prend le relais, mais bon, on sent bien qu'il n'a ni le charisme, ni les épaules. Du Sénat, pas du Parlement, du Sénat, absolument.
qui a le charisme. Bon, Ben Salah, il est mignon, mais c'est pas du tout. Il a 70 ans aussi, c'est encore un petit jeune, comme d'habitude. Et le problème, il se pose là, c'est qu'il y a une. Non, pas 70 ans, je crois qu'il approche les 80. Il me semble qu'il a 70 ans. Ou qu'il les ait dépassés, il me semble. Ah, c'est possible. En tous les cas, il est âgé. Ouais. C'est-à-dire qu'il devrait être à la retraite depuis 10 ans, au moins. Et ce qui se passe, c'est que la jeunesse revendique deux choses. Une meilleure gestion du pays, c'est pas le cas aujourd'hui. Et puis un pays de rentiers, mais un pays de travailleurs, plus de liberté d'expression, parce que l'expression est très, très limitée en Algérie, et surtout une représentation dans le pouvoir. Je veux dire, le pouvoir algérien aujourd'hui, je parle du pouvoir en termes de représentation politique, c'est que des gens de 60 à 70 ans, voire 80. Et là, il y a un problème. Et le problème, c'est que, moi j'ai envie de dire... Et l'un des slogans des manifestants est « D'où la Madania, Machi Askaria ». Absolument pas la même. Et le problème, c'est que quand ils demandent un pouvoir civil et pas militaire, c'est précisément pour dire quoi? Pour dire, nous voulons une expression de notre parole. Parce que le peuple, c'est pas l'armée. L'armée populaire, c'est une chose, mais les professionnels de l'armée, c'est pas l'armée populaire. Ce sont des professionnels de militaires qui sont en charge de la défense du pays et qui le fassent très bien. Mais ils ne sont pas en charge de l'économie du pays. On n'est pas en Égypte. Il y a un vrai problème. Mais eux qui parlent de constitution, on se demande jusqu'à maintenant, jusqu'à cette minute où on parle, au nom de quoi ils s'arrogent le droit de diriger ce pays de façon aussi, j'allais dire, évidente. À la limite, quand il était derrière une façade, ils pouvaient toujours dire non, non, c'est pas vrai, ce n'est pas nous, nous sommes dans de vraies institutions, comme ils l'ont toujours dit. Le président est un vrai président, le Parlement est un vrai Parlement. Mais là, ils assument quasiment. Il fait un discours au moins une fois par semaine, soi-disant à travers l'armée, il s'adresse à un parterre de militaires, mais en fait, le discours est destiné à la nation. Où il en est arrivé à qualifier de traître à la nation quiconque revendique un État civil, comme on dit en arabe, d'où la Madania, c'est-à-dire une république civile qui ne soit pas investie par les militaires. Bah, le problème, c'est qu'il y a deux choses qui rentrent en considération. Moi, je ne mets jamais tout blanc ou tout noir. Ça n'existe pas, le tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'on a un vieux militaire qui a une qualité indiscutable. C'est un vrai FLN. C'est pas un type qui... C'est pas la promotion Lacoste des années 90. Hélène, vous voulez dire. Je veux dire Hélène, je veux dire. Pas FLN. Donc, il a effectivement rejoint très tôt l'armée. Il a effectivement été un militaire qui se battait pour le pays. Il n'y a pas de défaut. C'est pas la promotion Lacoste des anciens harkis qui ont... Les DAF, les déserteurs de l'armée française. Donc, il a cette qualité indiscutable qu'on ne peut pas lui retirer. Ensuite, à côté de ça, il y a un rapport à l'Algérie qui est particulier. C'est un pays qui a développé, et c'est normal, une paranoïa. Oui. De l'intérieur, pour des raisons qu'on a comprises dans les années 90, et de l'extérieur, de l'étranger. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ceux qui gèrent l'Algérie ont peur d'une confrontation avec des États étrangers. Ils ont le problème avec le Maroc et le Sahara occidental, mais pas seulement. Il y a la France qui est en face, il y a les États-Unis en rapport de force avec les Russes, il y a tout un tas d'intervenants comme ça, les Chinois maintenant économiquement. Donc ils se disent il faut qu'on fasse bien avec tout le monde pour ne pas être embêtés. Donc c'est des gens qui sont de très bons diplomates, ça c'est indiscutable, et qui ont su neutraliser les rapports de force extérieurs. Les seules fois où ils ont montré de la force pour montrer qu'ils étaient déterminés, c'est l'affaire de In Amenas quand ils ont littéralement liquidé toute opposition. À la fois les preneurs d'otages et les otages. Donc ça, c'est une réalité. Donc il y a un rapport... Oui. Donc ça, en France, ça a été nommé comme une menace, donc en gros, le champ gazier. Oui. Et je reprends les termes français parce que c'est vrai que c'est pour être entendu. Et ce qui se passe, c'est que quand ça arrive, c'est pour dire on est fort, ne nous embêtez pas, on fait ce qu'on veut chez nous. Oui. Alors ça, c'est une sorte de souverainisme qu'on peut comprendre. C'est un pays quand même qui sort d'une guerre longue et il y a une logique là-dessus. Après, il y a le défaut de la cuirasse, à savoir, c'est des gens qui, je dis souvent à des gens du FLN d'ailleurs, j'aurais dit, moi j'ai pas de problème avec l'idée que vous preniez le pouvoir et vous le gardiez. Mais mettez des gens jeunes et compétents, au moins. Faites semblant de mettre quelque chose de puissant. Montrez que vous êtes capable. Moi un dictateur qui éclairé comme Xi Jinping en Chine, je prends. Dans l'absolu, si on n'est pas capable des démocrates, mais montrez-vous que vous êtes capable de faire de l'Algérie une puissance extraordinaire, parce que potentiellement, c'est un pays qui est surpuissant. Et ça, malheureusement, ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas faire. Et nous allons demander l'avis de Omar Tabet, étudiant à Tizi Ouzou. Omar Tabet, est-ce que vous avez marché aujourd'hui à Tizi Ouzou et un peu partout en Algérie? Bonjour, Omar Tabet, merci d'être avec nous. Je voulais vous remercier d'abord. Ce n'est qu'un devoir, déjà. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous dire bonjour à vous. Bonjour, merci. Et aussi à tous les gens qui sont en train de me suivre derrière leurs écrans. Merci. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a l'étudiant qui est toujours déterminé au sein de la wilaya de Tizi Ouzou, au sein de l'université de Tizi Ouzou d'une façon particulière, ou bien au sein de toutes les universités algériennes d'une façon générale. Malheureusement, si vous avez remarqué ces derniers moments,
toutes ces manœuvres machiavéliques que le pouvoir sont en train d'utiliser n'arriveront jamais à étouffer le mouvement. Le pouvoir corrompu à leur tête, Gaïd Salah, essaie quotidiennement d'étouffer le mouvement, d'écarter ou bien de faire écarter le peuple de sa revendication légitime qui est bel et bien le départ immédiat de ce système. Mais on va leur répondre chaque mardi sur le terrain au sein de toutes les universités algériennes, en particulièrement sur Alger, parce que c'est à Alger, c'est au niveau d'Alger qu'il y a une mobilisation massive qui dit Gaïd Salah doit partir, lui, avec son gouvernement qui est illégitime. Le peuple, ou bien l'étudiant, est déterminé parce que jusqu'à présent, on refuse de négocier avec ce pouvoir, avec toutes ces composantes de ce pouvoir, avec tous ces gens qui ont accompagné l'ancien système depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, ils viennent et se prétendent d'être opposants, ils nous proposent des choses, ils nous proposent des solutions. Nous allons y venir, Omar Thabit, mais je voulais vous demander, vous, étudiants algériens, qui êtes devenus en quelque sorte le fer de lance du mouvement, du Hirak, comme on l'appelle, de la révolution, comme l'appellent d'autres, vous êtes réellement devenus l'avant-garde de la protesta. Mais le problème est que le régime, vous êtes en ordre dispersé. Vous ne parvenez pas à vous unir, à avoir une seule direction. Et le régime joue en quelque sorte sur du velours, puisque vous n'êtes pas unis, vous n'avez pas de même revendication, ni de même mot d'ordre, ni même de même slogan, j'allais dire. Comme vous l'avez dit, l'étudiant est déterminé pour une seule revendication. Quand vous dites qu'il n'y a pas le même mot d'ordre, il faut savoir une chose, c'est que l'étudiant, quand il est sorti à partir du 26 février 2019, qui est le premier mardi, l'étudiant algérien, d'une façon générale, est sorti pour une seule revendication qui dit le pouvoir en place doit quitter avec toutes ses composantes. Malheureusement, comme vous l'avez dit, du moment où l'étudiant est le locomotive de ce mouvement, l'étudiant et la jeune génération d'aujourd'hui qui essaie quotidiennement d'apporter son plus pour ce mouvement, le pouvoir a essayé d'étouffer le mouvement estudiantin. Le pouvoir, avec toutes ses composantes, a essayé de faire écarter l'étudiant de cette révolution. Si on cite l'exemple, uniquement l'exemple de les vacances anticipées à qui M. Tahar Hadjar a appelé pour faire écarter l'étudiant. Mais rien n'empêche, on va dire un seul mot, c'est que malgré toutes ces manœuvres machiavéliques de ce pouvoir pour faire écarter l'étudiant de cette révolution, on va leur répondre quotidiennement avec des conférences débats, on va leur répondre avec notre présence chaque mardi, même s'il n'y aura pas vraiment une mobilisation massive chaque mardi. Il faut savoir une chose, c'est que 80% de nos étudiants marchent avec le peuple chaque vendredi depuis le premier vendredi. C'est tout ce que j'ai à vous dire concernant le rôle de alors, restez avec nous. Je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous dire votre sentiment sur ces initiatives qui fleurissent, notamment la dernière, celle du Forum civil, comme elle se qualifie elle-même. Alors, avec nous, Aziz Mouatz, professeur, auteur et journaliste. Merci d'être avec nous, Aziz Mouatz. Merci. Alors, Aziz Mouatz, d'abord, nous avons échangé, vous et moi, à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook. Nous avons un peu parlé de ce colonel attaché militaire au Caire qui a quasiment supplanté le chef d'État, ou le pseudo-chef d'État, M. Ben Salah, pour aller lui-même saluer les joueurs. Et beaucoup d'observateurs ont estimé qu'il ne pouvait pas agir de son propre chef, qu'il ne le pouvait pas en bon militaire, qu'il a donc reçu l'instruction de supplanter Ben Salah et d'aller au stade en grande tenue, en tenue de sortie comme on dit, et de saluer. Beaucoup de gens ont franchi le pas et n'ont pas hésité à dire que Gaïd Salah a voulu, à travers cette occasion, marquer son espace, son territoire, et dire clairement que c'est l'armée, c'est Gaïd Salah qui est le véritable chef d'État. Votre avis sur la question? Le général Gaïd Salah est le chef d'état-major de l'armée algérienne. Ça ne vous a pas échappé, ça n'échappera à personne. En effet, ça peut échapper à personne. Donc, quand il donne des instructions à ses subordonnés ou à ses troupes, il est dans son rôle normalement. Oui, à condition qu'il leur donne des instructions et des ordres
concernant des fonctions militaires, non pas de représenter un chef d'État, et non pas de supplanter ce chef d'État qu'il a lui-même désigné de façon anticonstitutionnelle, faut-il le rappeler. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux vous dire que le chargé de défense au niveau de l'ambassade d'Algérie, comme le chargé de défense de l'ambassade des États-Unis ou de n'importe quel pays, est un fonctionnaire et c'est un diplomate. Oui. Je vous rappelle aussi qu'il s'agissait d'une cérémonie la plus officielle qui soit à l'échelle africaine. C'est-à-dire que c'était la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et qu'à ce titre, l'Algérie avait délégué son représentant. Et c'est à l'Algérie qu'il appartenait de déléguer son représentant, qui est le président d'État, M. Bel Salah. Oui. Il n'appartenait à personne de le remettre en cause ou de dire c'est lui ou c'est pas lui. Moi, la question qui me taraude l'esprit depuis le premier jour, que ce colonel attaché de défense à l'ambassade d'Algérie au Caire soit présent sur la pelouse en tenue d'apparat, parce qu'il doit être en tenue d'apparat. C'est une cérémonie officielle, je vous le rappelle. Oui. L'absence qui m'a marqué, c'est l'absence du président d'Égypte, El-Sisi. Oui. Comment un pays qui organise la Coupe d'Afrique des Nations pour la 5e ou 6e fois, son président de la République ne vient pas à la cérémonie officielle? Et peut-être parce qu'il savait que celui qui allait représenter l'Algérie sur la pelouse allait être un colonel. Peut-être que c'est pour ça. Non, c'est de la spéculation. Non. Ça, c'est de la spéculation pure, si jamais le dit. Oui, mais on n'est pas à ce niveau-là. Un président d'un État, siège de la Ligue arabe, un grand pays comme l'Égypte, on ne peut pas jouer à ce jeu-là en disant, c'est quoi. Il devait être présent, il n'a pas été présent et personne n'a relevé la faille. La faille, elle est à ce niveau-là, je suis désolé. Eh bien, justement, Aziz Mouatz, oui. c'est dire le mépris qu'ont ces gens, pas pour les Algériens, pour le régime qui occupe les lieux. Je vous laisse le soin d'utiliser le mot qui vous convient. Moi, je trouve qu'il n'y avait aucun mépris. L'Algérie est revenue gagnante de la Coupe d'Afrique. Ça a été un combat. Et je vous rappelle, et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je les respecte. L'armée nationale populaire a quand même mis 10 avions à disposition du public algérien. Le représentant de l'armée algérienne au niveau de l'ambassade d'Algérie au Caire est en charge de la sécurité de tous les Algériens, avant l'ambassadeur et avant le ministre et avant le chef de l'État. C'est lui qui est chargé de la sécurité. Tous les Algériens. Il avait à sa disposition, il avait quand même 10 équipages à prendre en charge. Il avait 10 000 Algériens à prendre en charge. Il est descendu dans la pelouse pour justement rassurer ses ouailles, ses citoyens, ses joueurs. Attendez, pour qu'on comprenne bien, Aziz Mouatz, pour qu'on comprenne bien. L'armée n'est pas seule à avoir transporté les Algériens. Il y avait Air Algérie aussi, et il y avait des avions ordinaires, parce que beaucoup de gens sont partis de France et d'ailleurs. Alors, parce que le commandement militaire a fait transporter des Algériens par 9 aéronefs, parmi des dizaines d'autres avions, l'attaché militaire a la responsabilité de s'occuper de tous les gens, y compris parce qu'il descend à la pelouse serrer la main aux joueurs. Et dans ce cas, pourquoi ne s'est-il pas occupé d'eux quand ils ont été abandonnés au Caire, quand ils ont été laissés au Caire à dormir sur les trottoirs et à être maltraités par les militaires égyptiens et les policiers égyptiens? Vous savez très bien, vous allez me transformer en grand défenseur de l'État algérien. Non, moi je vous pose des questions et vous répondez comme vous voulez. Qui les a abandonnés? Vous savez ce qui s'est passé réellement. Oui. Regardez la toile, il y a des témoignages. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont partis pour assister à la demi-finale, ils ont décidé de leur propre chef de rester sur place, tout simplement. Regardez, la compagnie Tassili Airlines, elle avait 3 vols, elle a assuré ces 3 vols, et les Algériens qui étaient partis avec Tassili Airlines, ils sont rentrés. Air Algérie a dû mettre parce que les gens ont laissé tomber leurs billets, ils ont abandonné leur billetterie, ils sont restés sur place parce que l'Algérie a été qualifiée à la finale. Il n'a jamais été question qu'il reste 10 jours. D'accord, je vous laisse la responsabilité de cette réponse, oui, bien sûr. Oui. Mais sinon, Aziz Mouatz, aujourd'hui, l'armée est en première ligne pour ce qui est du pouvoir politique. Jusque-là, l'armée se cachait toujours derrière le paravent institutionnel des présidents qu'elle désignait elle-même, qu'elle faisait élire
comme ce fut le cas pour le dernier en titre, M. Bouteflika, qu'elle a ramené, qu'elle a fait élire, qu'elle a fait réélire, qu'elle a fait réélire, et qu'elle s'apprêtait à faire réélire, alors qu'il ne se rappelle même plus son nom. Maintenant, après ce qui s'est passé, Gaïd Saleh semble être sorti du bois et assumer directement le rôle de chef d'État. En fait, pour dire les choses, le véritable chef d'État aujourd'hui, c'est Gaïd Saleh, qui donne des ordres à Ben Saleh, qui donne des ordres à la justice pour incarcérer ou libérer, il ne faut pas l'oublier, ou libérer qui il veut. À votre avis, est-ce que Gaïd Saleh est réellement devenu le chef d'État évident, réel du pays? Le chef d'État évident et réel. L'Algérie a un chef d'État, il s'appelle Ben Saleh Abdelkader. Le chef d'état-major de l'armée et l'armée nationale populaire est dans son rôle, comme toutes les armées du monde sont dans leur rôle. C'est une force qui fait l'État algérien. Il faut se rappeler que c'est ça. Vous savez, la déclaration du 1er novembre, on a créé deux institutions, le FLN et l'ALN. On a créé le FLN et l'ALN et c'est ça les deux bases, les deux mamelles de ce que c'est qu'un État. L'armée algérienne est la colonne vertébrale de l'État algérien. Comme l'armée égyptienne et la colonne vertébrale, comme l'armée française et la colonne vertébrale de l'État. Vous pensez que l'armée française, les chefs de l'armée française s'immiscent dans le politique, donnent des ordres à la justice, traitent les gens qui manifestent de traîtres à la nation? Oui, mais nous avons une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Elle est due au fait que d'abord, d'un côté, il y a eu le Hirak le 22 février où le peuple algérien, comme un seul homme, 20 millions de citoyens sont descendus dans la rue en disant on en a marre de ce système, on en a marre de ce cadre, on en a marre de ce cinquième mandat. L'armée nationale populaire a pris la décision d'informer, c'est le chef d'état-major qui a fait un discours, il a dit je demande l'application de l'article 102. Et l'application de l'article 102, elle a fait que le processus électoral, malheureusement à mon sens, parce que moi je soutenais un candidat qui avait de bonnes chances de prétendre à ce poste-là, on s'est retrouvé dans une situation de blocage total. C'est-à-dire que le processus électoral étant arrêté, on n'avait plus rien. Il a été proposé le 4 juillet dernier. Le peuple, dans sa majorité, dans son écrasante majorité à travers le Hirak, a dit il n'est pas question, on veut une autre forme de transition, on veut autre chose, on ne veut pas élire un président. Donc il y a une responsabilité qui est partagée. Parce que si on avait élu un président le 18 avril, comme il était convenu, eh ben on ne serait pas là. Aziz Bouatz, est-ce que ce n'est pas l'actuel chef d'état-major qui a soutenu le 4e mandat contre vents et marées, qu'il a quasiment imposé? Est-ce que ce n'est pas lui qui voulait absolument faire passer le 5e jusqu'au bout? Est-ce que ce n'est pas lui qui a prolongé le mandat de Abdelaziz Bouteflika alors qu'il était expiré? Est-ce que ce n'est pas lui qui a invalidé, qui a annulé ces élections de votre candidat Ali Rderi? Est-ce que ce n'est pas lui qui a tout fait contre vents et marées pour essayer de faire passer la Boutefliki et qu'à la fin, il a dû se retourner contre elle, l'élaguer et passer pour le grand redresseur des torts, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Gaïd Saleh, qui était au cœur du moteur qui soutenait, qui faisait tourner la machine. Moi, je constate une chose, et ça fait partie des revendications du Hirak contre les jeunes de Tizi Ouzou. Vous disiez, c'est le départ de tout le monde. Ce qui est certain, c'est que ce qui est en train de se passer actuellement, il faut en rendre justice à qui de droit. La Issaba, la fameuse Issaba, l'oligarchie, souvenez-vous de l'image, la cérémonie d'enterrement, d'inhumation de M. Reda Melk. Tebboune était alors chef du gouvernement et il y avait justement Saïd Bouteflika et Haddad qui étaient en train de rire en pleine joie, en pleine cérémonie. Cette image-là, elle a marqué les Algériens. Le jour où on est venu présenter le cadre de Bouteflika, la coupole du 5 juillet, en disant que c'est lui le candidat pour le 5e mandat, à ce moment-là, tous les Algériens, quel que soit leur âge, ils ont dit on ne peut plus continuer dans cette voie. Ce qui se passe actuellement, même si ça peut poser des questions à quelques-uns, moi je constate le fait que la grande partie de la Issaba a été neutralisée. C'est tout. D'accord, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Khaled Zirem, militant associatif, merci d'être avec nous, Khaled Zirem. Oui, M. Benchnouf,
bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs de Maralibia. Merci, bonsoir à vous. Alors, Khaled Zirem, donc voilà, nous parlions de M. Ahmed Gaïd Salah, qui semble ne plus prendre de pincettes. Il apparaît au grand jour, il est sorti du bois. Il s'adresse à la nation comme si c'était un chef d'État, sauf qu'il le fait à travers des parterres de militaires. Hein. Il convoque des militaires, et il leur parle, mais le discours est transmis à tous les Algériens et il agit en véritable chef d'État qui décide de tout, des grandes orientations, des nominations. Tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que le chef, soi-disant, hein, le chef d'État, M. Ben Salah, qui a été reconduit de façon anticonstitutionnelle par lui, est à ses pieds. Tout le monde sait que la justice est à ses pieds, qu'elle obéit à ses injonctions, et il ne s'en cache plus. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du bois, j'allais dire, de l'armée qui assume curieusement, très curieusement, mais très évidemment, les fonctions de véritable maître des lieux? Vous parlez de sortie des bois, M. Belginov. Écoutez, au moins, à quelque chose malheureusement. L'armée qui a pris le pouvoir à l'indépendance et même un peu avant, agit aujourd'hui à visage découvert. Avant, elle agissait en tirant les ficelles derrière les rideaux. Aujourd'hui, à quelque chose malheureusement, on est devant un fait accompli. L'armée, à sa tête des d'état-major, agit à visage découvert. Et cela, les Algériens l'ont compris, ils le voient très bien. Vous savez, ça fait des semaines que les Algériens disent Daoula Madaniya Maki Askaria. Vous croyez que ce message est destiné à qui? Il est destiné justement à cet état-major qui ne veut pas partir. Que votre invité qui a appelé à partir d'Égypte dise que c'est un protocole, un militaire, je suis désolé, n'a rien à faire sur une pelouse d'un match de football. Il n'a absolument rien à faire là-bas. Pourquoi, d'après vous, est-il descendu dans les pelouses, qu'il a félicité ostensiblement les joueurs en grande tenue? D'après vous, pourquoi a-t-il fait ça? Je vais vous dire pourquoi il a fait ça. Il y a même beaucoup d'Algériens qui disent que Gaïd Salah va nous acheter la Coupe d'Afrique. À travers le Qatar et Total, nous allons acheter la Coupe d'Afrique. Il ne l'a pas acheté. Cette équipe a démontré qu'elle a mérité amplement son trophée. Mais il y a une arrière-pensée politique, un aide d'Alcom. Il l'a quasiment dit hein, dans son discours, au point où il a dit qu'il félicitait l'équipe et le peuple algérien pour avoir donné un camouflé à l'Aïsaba. Un peu comme si la coupe et les manifestations du peuple algérien qui pourtant contestent la mainmise des militaires sur la politique, c'est comme s'il lui avait dit « Bravo Gaïd Salah, c'est grâce à vous qu'on a eu la coupe et c'est grâce à vous qu'on est dans la rue ». Il veut se mettre dans ce rôle-là. Il veut s'approprier une victoire. Cette victoire est celle de ces jeunes, de ces joueurs, de ce Belmadi qu'on a vu comment il s'adressait à la fois à la presse et aux Algériens. On a vu le mérite de ces jeunes-là. Ils ont amplement mérité le trophée. Maintenant que l'Aïsaba, vous parlez de l'Aïsaba, que disent les Algériens depuis des semaines? Ils disent Chad, Khawa Khawa ou le Gaïd, Mal Khawana. Oui. C'est ce que disent les Algériens dans la rue. Nous l'avons tous entendu. Il y a des pancartes et des vidéos qui attestent cela. Ils disent aussi Doula Madaniya, Machi Askaria. Et ils disent aussi Shab Yurid al-Istiqlal. Et nous y arrivons, nous y allons. Il a beau penser, lui et le haut commandement militaire, ils sont dans diversion, division, gain de temps. Nous ne sommes pas pressés. Vous avez dit quelque chose ce matin, ce qui disait Maître Debbouze, à qui nous ne devons pas, c'était à la fois de rendre hommage et de le soutenir dans sa grève de la faim. Il a dit il y a quelques semaines de cela, il a dit, moi je marcherai tous les vendredis, même seul, et pendant 10 ans s'il le faut. Et nous sommes des millions dans ce cas-là. Nous ne sommes pas pressés. C'est le régime, c'est le pouvoir, c'est le haut commandement militaire qui a un problème.
ils sont obligés de nous proposer des choses. Ils sont obligés aujourd'hui de nous faire sortir des lapins dans les chapeaux du prestigigateur. Mais toutes leurs manœuvres ne réussiront nullement. Nous ne sommes pas dupes et nous ne le serons plus. Et restez avec nous, Khaled Ziram. Je reviens à vous dans un moment pour parler des initiatives aussi, de ces initiatives dites civiles qui fleurissent ici et là. Nous allons en parler. Jamel Abina. Alors, Gaïd Salah veut rester dans les élections, et seulement les élections présidentielles, contrairement à ce que demande le peuple. Le peuple dit qu'il n'est pas question d'organiser des élections présidentielles dans de telles conditions parce que nous savons ce qui va se passer. Chat échaudé craint l'eau froide. Bon. Et dans le même temps, il y a quelque chose qui sort. On nous apprend du jour au lendemain que le français, la langue française, dont tout le monde sait que c'est la langue de l'administration, hein, même si elle n'a rien d'officiel, officiellement c'est la langue arabe et la langue tamazight qui sont langues officielles, dans les faits, à part le milieu de la justice, ministère de la justice, tous les autres ministères fonctionnent en français, tout le monde le sait. L'administration, les écoles, tout fonctionne. Alors, M. Gaïd Salah et le régime actuel nous sort cette histoire de remplacer le français par l'anglais, comme ça. Et beaucoup de gens tombent dans cette diversion, comme si ça pouvait se faire. Or, tout le monde sait qu'il faudrait au moins une génération pour y parvenir, et encore, avec de vraies compétences. Et certains pensent et le disent très sérieusement que M. Gaïd Salah, c'est en quelque sorte une sorte de réaction à la tiédeur de la France officielle, qui, pour une fois, n'est pas aux côtés du régime, qui a refusé de soutenir le 5e mandat. Et ça, Gaïd Salah et la junte, d'une façon générale, l'oligarchie militaire, on veut beaucoup à M. Macron de ne pas avoir fait comme son prédécesseur, M. Hollande, qui a non seulement soutenu le 4e mandat, mais qui l'a carrément imposé à ceux qui n'en voulaient pas. Et alors, à la France, tout le monde sait, il ne faut pas toucher à 3 choses. Le tabou du franc CFA, le tabou du Sahel, notamment Niger, Mali, et le tabou de la francophonie. Et donc, M. Gaïd Salah et ceux qui sont autour de lui lancent donc ce pavé dans la mare, menacent de mettre fin à la francophonie en Algérie, qui est en fait et en réalité le premier pays francophone au monde, même s'il n'est pas reconnu en tant que tel. Et donc, curieusement, et j'en aurais fini, je vais vous poser la question, voilà que la France vient de sortir du bois à son tour, à travers M. Driancourt, qui annonce qu'elle est favorable à des élections présidentielles, le plus tôt possible. Ça veut dire qu'elle rejoint de façon quasi inconditionnelle la position de l'état-major, donc la position de M. Ahmed Gaïd Salah. Alors, c'est amusant déjà pour 2 raisons. La première, parce qu'effectivement, l'Algérie a un problème avec la langue. Elle a toujours eu un problème avec la langue parce que c'est la langue du colon, qui est toujours utilisée partout, à telle enseigne que moi-même, qui n'ai pas eu la chance d'apprendre l'arabe dialectal, j'ai appris en me débrouillant l'arabe littéral, je sais lire et écrire, pas de problème, mais je ne maîtrise pas du tout le dialecte, parce que c'est une sorte de mélange bouillabaisse, un petit peu espagnol, français, arabe. Et Darija, pour le coup, on appelle ça comme ça, et ils ne maîtrisent donc absolument pas, on n'a pas sur le plan culturel, vu le génocide qui a eu lieu, et c'est d'ailleurs, je crois, le terme qu'il faut utiliser, le génocide culturel que la France a fait en Algérie, ils se sont retrouvés à cheval entre le panarabisme qui voulait l'arabisation forcée, des années 70 avec Tel Brahimi, le berbérisme, entre guillemets, pas dans le sens négatif mais positif, c'est-à-dire la revendication berbère légitime d'une récupération de sa culture et de sa langue, qui était, à mon sens, une grave erreur de la part des révolutionnaires d'avoir mis ça de côté, et le rapport difficile qu'ils ont avec le français qui domine vraiment en Algérie. C'est-à-dire que moi, quand j'entends des politiques parler à la télévision, mieux le français que l'arabe littéraire, et mieux le français même que le darija, je me dis, il y a un problème. La première langue qui vient en premier à la télévision, sur Canal Algérie et d'autres chaînes d'ailleurs, c'est le français. Ensuite, l'autre question qui se pose, c'est cette bataille ridicule, j'en ai parlé tout à l'heure à la radio, ridicule entre mettre le français en minorité,
pour l'anglais, ça n'a aucun sens. Si ce n'est un geste politique complètement voué à l'échec, parce qu'il faut une génération, effectivement, pour l'appliquer. Mais je ne vois pas quel est le rapport. Je veux dire, les gens pensent que ça va pouvoir se faire en l'espace de quelques mois. C'est absolument ridicule. Mais ça, et des universitaires le disent. Hein, oui, que ça va pouvoir se faire dans quelques mois. On en aura fini avec le français. On parlera tous anglais. Ça va bien se passer. On a souffert avec l'arabisation qui a été mal maîtrisée. Elle était nécessaire parce que la langue du colon posait problème. Mais on ne va pas écarter le français pour des raisons politiques et uniquement politiques. Alors que le deuxième client de l'Algérie, c'est la France. Ensuite, parce qu'une langue, ce n'est pas un mal, c'est un bien. Il faut maîtriser l'anglais, il faut maîtriser le français, à part égale. Pas l'un contre l'autre ou l'un pour l'autre. À part égale, il faut maîtriser l'arabe, bien évidemment, et le berbère. Pour moi, quelqu'un qui est polyglotte, qui parle 3-4 langues, il a une ouverture d'esprit extraordinaire, ce que n'ont malheureusement pas la plupart des dirigeants algériens aujourd'hui. Ensuite, détournement d'attention sur la langue, on a déjà fait le coup avec le drapeau, c'est un peu grossier. Je veux dire, la problématique, c'est pas la langue. La problématique, c'est pas de savoir que le français domine en Algérie, dans un pays qui n'est pas dans la zone franche, la zone de la francophonie. Oui. C'est le premier pays, effectivement, francophone d'Afrique. On a vu qu'il y a des grands intellectuels algériens francophones qui ont été reconnus en France et qui ont une carrière extraordinaire. Et on se rend bien compte que ce pays-là veut faire une manœuvre de diversion parce que la vraie problématique qui se pose, c'est une question de pouvoir aujourd'hui. Et le problème, c'est que moi, pour répondre au monsieur qui a parlé tout à l'heure à l'université, l'opposant politique, le militant, je crois, je n'ai pas entendu son nom. C'est un représentant étudiant. Voilà. Le problème, c'est, moi j'ai envie de dire aux Algériens, c'est extraordinaire. Il faut arrêter d'attendre de la tête qu'ils obtiennent des résultats. Il y a 91 universités en Algérie. Ça veut dire, à mon sens, et j'en ai parlé à beaucoup d'étudiants, vous avez 91 structures de vote en Algérie. Vous pouvez faire émerger parmi ces structures de vote de grands universitaires, les meilleurs d'entre vous, pour présenter un candidat qui sera le meilleur des candidats avec toute une structuration politique, des députés, des ministres, des conseillers, parce qu'on a besoin de conseillers en Algérie. L'Algérie n'a pas de conseillers, ça paraît bizarre, mais c'est un pays qui ne fonctionne pas avec des conseillers. Le type, il prend une décision fantaisiste comme l'histoire de la langue, parce qu'il n'y a pas seul pour lui dire ça n'a pas de sens, ça n'aboutira pas, il faut du temps. Donc il manque de conseillers. Si ces 91 universités sont capables d'organiser des élections à titre individuel dans chaque université, qu'elles font remonter les meilleurs acteurs universitaires pour se mettre d'accord au niveau national dans toutes les universités de la nation pour que tout le pays se réunisse enfin dans un mouvement général comme l'ont fait les étudiants, et c'est très bien, à ce moment-là, on obtiendra des résultats positifs. Ensuite, sur la question de l'opposant qui était Guéridi, ça, je suis désolé, je ne sais pas d'où il sortait déjà pour commencer, c'est une fabrication apparemment de je ne sais pas qui, mais moi, j'allais dire que tout ce qui précède, tout ce qui est prêt qui arrive avant le Hirak ne compte plus. C'est-à-dire tous les partis qui ont plus ou moins été proches du pouvoir, qui ont été aussi incapables que le pouvoir, je veux dire, de gérer. Parce que moi, le problème en Algérie, je m'en fous de la politique, moi. Moi, je veux les résultats économiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si le type il est démocrate et qu'en économie il cartonne, je prends. Si c'est un démocrate et c'est un nul en économie, j'en veux pas. Je veux quelqu'un qui est capable qui a la possibilité de libérer les énergies créatrices en Algérie, parce qu'on a un peuple extraordinaire en termes de créativité. Quelqu'un qui est capable de dire notre pays doit être la première puissance africaine. Quelqu'un qui est capable de dire notre pays doit être respecté, le passeport vert et pas un passeport ridicule qui nous ferme les frontières, mais un passeport qu'on reçoit parce qu'on l'attend. Quelqu'un qui est capable de dire que l'Algérien est quelqu'un de noble, quelqu'un qui doit être respectable et respecté. Et quelqu'un qui est capable de dire, par exemple, comme ce qui se passe actuellement en France, quand il y a une montée immonde du racisme anti-algérien, nous allons arriver de parler de ça. Nous allons arriver à ce point, mais j'aimerais que vous me répondiez sur ce papier publié par Maghreb Intelligence, alors, qui est prête à Xavier Driancourt d'avoir dit ceci à peu près, de ceci en substance du moins. Seul, écoutez bien, c'est fort de café, seule l'organisation d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais permettra à l'Algérie d'éviter une dangereuse déflagration. C'est du moins ce que croit le diplomate français qui insiste beaucoup sur la nécessité d'adapter la position française à cette exigence. Alors là, je suis étonné parce que c'est exactement la position de l'état-major. C'est logique. Mais moi, j'ai envie de dire que je suis étonné de sa part parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Égypte. Je veux dire, le retour du pouvoir militaire, on voit ce que ça donne. D'ailleurs, le rapport avec l'histoire de l'Égypte, c'était amusant. On va en parler dans 2 minutes parce que je trouve ça amusant, l'interprétation de la chose, oubliant le passé. Mais revenons à notre ambassadeur. Il était 2 fois l'ambassadeur en Algérie, c'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui connaît bien la maison algérienne. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est donc pas un imbécile. Ensuite, l'intelligence économique, j'allais dire, l'intelligence Maghreb Intelligence, c'est pas des imbéciles non plus, ils sont assez bien renseignés. Alors ils peuvent se tromper. Mais s'ils reportent ça, c'est que des oreilles ont dû entendre ça. Oui, mais il n'y a quasiment pas de doute. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de dire que le rapport de force qui a été installé aujourd'hui, c'est pas à destination des Algériens. J'imagine difficilement les étudiants du Hirak s'intéresser de savoir s'ils vont parler français ou anglais de deuxième langue.
C'est pas leur propos. Par contre, la francophonie, effectivement, c'est un précaré français qui compte, parce que c'est un pouvoir d'influence. Oui. On voit l'histoire du... Est-ce par rapport à ça que la France a mis de l'eau dans son vin? Oui, qu'elle se dit prête à collaborer, s'il le faut, collaborer entre deux guillemets. Oui, c'est un beau terme, ça, collaborer, ça rappelle l'histoire. Mais oui, en substance, la France a des intérêts. Là, ils viennent d'installer Peugeot, par exemple, ils ont des gros intérêts en Algérie qui ne sont pas seulement pétroliers et gaziers. La question, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que la question économique est la seule question qui intéresse les États. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, intérêt, ça veut dire l'argent. La question pour le Niger, c'est pour l'uranium. C'est ce qui donne de l'électricité aux Français. Oui. La question du pétrole et du gaz en Algérie, c'est pour se prémunir contre un choc avec les Russes. Parce qu'on a eu l'affaire de Gazprom qui était problématique, qui a coupé les vannes. La question ensuite des industries de substitution, de montage qu'on envoie en Algérie, ça fait baisser les coûts de fabrication des véhicules français. Parce qu'on ne paye pas cher les Algériens, et surtout on fait que du montage, on fait pas il n'y a pas d'industrie, c'est pas la construction. Mais moi j'aimerais ces questions-là, elles ont un impact. Pour ça je vais y venir. Elles ont un impact. Et quand l'ambassadeur fait ce genre de concessions, et c'est très grande concession, parce que le peuple algérien dit quoi? Il dit il faut qu'il parte. Mais il va à contre-courant du peuple algérien. Absolument, le peuple algérien. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il a déclaré l'inverse. Voilà, c'est pour ça qu'il est très attentif aux revendications du peuple algérien. Etc. Alors s'il le répète officiellement devant une caméra, ça oui, on va voir. Mais moi j'aimerais vous poser une question justement au sujet des relations algéro-françaises, j'allais dire du traitement très particulier que réservent les médias français et certains politiques français, notamment certains courants extrémistes, qui font feu de tout bois à chaque fois qu'il y a de l'algérien à casser. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, lors du dernier match, avant le match, donc, ça a été quasiment un état d'exception installé en France. On a rappelé les troupes, on a battu le rappel de tous les extrémistes possibles, au point où les télévisions se battaient pour qui allait avoir les plus extrémistes. Absolument. Ils se préparaient pour, après le match, à commenter les pillages, les saccages, les violences, les bastonnades, et j'en passe. Et donc, contrairement à ce qui était attendu, les supporters algériens se sont merveilleusement, admirablement bien comportés, au point où ils ont nettoyé les rues après leur passage, où ils ont fêté la victoire de leur équipe dans la joie et la bonne humeur. Et curieusement, presque tous les invités ont été décommandés. Curieusement, peut-être pas, mais on imagine. C'est fini, on ne parle plus de ça. Ça veut dire qu'au lieu de saluer cette attitude des supporters, de dire « Ah, mais finalement, on nous a alarmés pour rien », au contraire, ils ont quasiment usé de l'été noir. Ils ont étouffé l'affaire, ils n'en ont plus parlé, on passe à autre chose. Alors, quel est votre... Alors ça, c'est pas compliqué. D'abord, on a eu des dérives racistes, et je parle bien de racisme. Je ne parle pas d'islamophobie, je ne parle pas de racisme anodin, je parle du racisme anti-algérien. C'est tellement gros ce qui s'est passé par rapport à ces 15 jours, enfin ces 3 semaines de Coupe d'Afrique, une montée en puissance de l'Algérie qui a fait le travail, et c'est une belle équipe. Je veux dire, c'est une équipe qui a montré de la cohésion, de la fraternité. Et en face, on a des éditorialistes, on a des propagandistes, parce qu'il y a quand même de la propagande d'État, il ne faut pas plus rêver, qui se frottent les mains de l'idée de se dire c'est sauvage, donc nous, nous les sauvages, on va encore tout casser. Voilà le problème, parce que la question 2005 dans les banlieues, c'est resté dans leur esprit. Je rappelle quand même qu'en 2005, ils ont instauré le couvre-feu de 56. Ils ont traité les banlieues comme pendant la guerre d'Algérie. C'est dire un peu le lien historique. Ensuite, il y a l'histoire de l'islam, la haine permanente anti-islamique et tout. Et ça a un peu mis de côté l'idée du racisme. Et il est revenu de façon extraordinaire et violente. Bon, évidemment, du Front National, c'est normal. C'est un parti qui s'est fondé contre le FLN. Je rappelle que Front National, c'est la réaction à un Front de Libération Nationale. Je rappelle que l'OAS, c'est la réaction de l'armée, de l'organisation secrète, l'OAS. À chaque fois, ils ont copié les organisations algériennes. Absolument. C'est fort, quand même. Et quand en 72, le Front National est créé, c'est 10 ans après la perte de l'Algérie. Donc ce parti-là, il est clair. Il est anti-algérien. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que la droite dure, la droite, j'appelle ça crasse, française, comme les Ciotti, toute la collection de Longuet et autres, eux, par contre, ils ont un électorat qui les intéresse, les anciens rapatriés d'Algérie. Ils ont un autre électorat, c'est les fils et filles de Harki. Et là, ils tapent très fort sur l'Algérie. Et on a vu qu'ils ont été... Alors, il ne s'est rien passé parce que j'étais sur les Champs-Élysées. Quand je dis que c'est bon enfant, et je n'arrête pas de le répéter partout, c'est bon enfant. On y va avec des mamans, des papas, des enfants, des bébés. J'ai vu des gens avec des bébés. Ça se passe très bien, c'est la fête. Il y avait les Sénégalais en plus, c'était vraiment magnifique, ils félicitaient. Donc c'était festif, et en face, ils attendaient quoi? Le dérapage, la petite vitre cassée, enfin des trucs marginaux. Il y a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue, il ne s'est rien passé. Et là, ce qui a fait mal aux grands médias français de propagande, c'est qu'ils ont dit, mince, on prépare la guerre civile littéralement,
Et non seulement il ne se passe rien, mais en plus ça se passe bien. On n'a plus rien à dire parce que ces Algériens se comportent bien, comme en Algérie. L'histoire du nettoyage des rues, qui est un symbole fort en Algérie, on nettoie les rues. Ils sont un peu inspirés des manifestants ils ont été algériens, éduqués par les nôtres, oui. par ceux d'Algérie. Donc ce nettoyage dit quoi? Il dit, on respecte. Alors l'Algérie, sur des toits, ça nous appartient, c'est notre pays. En France, on respecte, on n'est pas des voyous. Et ce qui se passe, c'est qu'ils nous ont attribué 2 faits graves et qui n'ont pas été... Oui. Après, ils ne sont pas revenus sur la contestation, ils ne sont pas venus s'excuser alors qu'ils auraient dû le faire. Le premier fait, c'est cette malheureuse Algérienne. La dame... Algérienne, pas n'importe qui, c'est une Algérienne qui est morte. Ah, c'était une Algérienne? Ils ne vont pas le dire, elle fêtait la victoire. Mais personne ne sait qui elle est, Ils n'ont pas dit que c'est une Algérienne. Une dame décédée... avec un bébé. Alors une femme avec un enfant et sa fille à côté... Ok, il y a la française, chauffard supporter. Voilà, la française de souche, elle ne fait pas beaucoup d'enfants, on le sait, Oui. donc il est probable que c'est une Algérienne, mais c'est une Algérienne. D'accord. Tuée par un type qui n'est pas supporter, un Marocain qui est rentré du travail. Qui passait, Voilà. qui ne fêtait pas l'équipe, qui ne faisait... Un Marocain qui est rentré du boulot. D'accord. Un accident de la route, malheureux comme il en existe. Je rappelle qu'en 98, il y a un Anglais avec le maillot de l'équipe de France qui a tué une femme. Ça, par contre, bon, bref, on compare l'un et l'autre. Là, ils n'ont pas fait chou gras dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que cette malheureuse, paix à son âme, est morte, effectivement, de la suite de l'accident, et ça, tout le monde le condamne. Mais c'est un accident. Mais beaucoup n'ont pas précisé que c'était une Algérienne, et beaucoup n'ont pas précisé que ce n'était pas un supporter algérien qui l'avait écrasé. Absolument. Nous, quand il y a un truc qui ne va pas, et s'il y a 1% de sang algérien, il devient algérien. Et l'autre incident, c'est malheureux, qui avait une victime sénégalaise. Absolument, non, pas sénégalaise. Guinéenne. Qui en plus était docteur. Un médecin très estimé. Oui, estimé, un type formidable. Un frère, je rappelle, parce que c'est un musulman comme nous. Oui. Est mort à la suite de quoi? À la suite de l'agression d'un type, un déséquilibré mental qui a été établi. Aujourd'hui, c'est établi qu'il est de turc, franco-turc, déséquilibre mental, qui portait le maillot du Galatasaray. Quel soutien pour l'Algérie. Oui. Parce que le Galatasaray... Ce n'était pas un Algérien. Apparemment, le Galatasaray, c'est une équipe algérienne. Hein. Oui. Vous ne savez pas que c'est pas turc. Donc pas algérien, turc, effectivement un déséquilibré. Il a agressé tout le monde dans la rue et il a agressé ce malheureux dans sa voiture. Il a assassiné, pour des raisons racistes ou pas, c'est probablement raciste, peut-être pas, on ne sait pas, on en saura plus. Mais par contre, ils n'ont pas attendu les médias comme Ciotti, pour lequel j'ai une détestation totale. Ils sont précipités pour dire non pas, et là, ça devient raciste. Un Algérien supporter de l'équipe aurait machin, il n'y a pas de aurait. Il a affirmé que des supporters, donc pas un mais plusieurs, Algériens, donc tous les Algériens, tous supporters, tous des sauvages, sont mal conduits en assassinatif pour des raisons racistes. Alors, il existe du racisme chez nous, c'est indiscutable, ça existe malheureusement partout, parce que ce venin qui vient d'Occident nous a été distillé par la colonisation. Je rappelle quand même qu'avant l'arrivée de l'Occident, il y avait des rois de Nubie, des rois d'Éthiopie qui étaient respectés et pour lesquels on apportait un pesant d'or, par respect pour ces rois noirs, pas blancs. Qu'en Algérie, 20% de la population est noire, pas blanche. Que l'Algérie n'est pas blanche, c'est un pays coloré, on a toutes les couleurs. Et que lorsqu'on essaie de nous faire croire que nous serions un peuple raciste, parce que c'est ce qui a été dit en substance, les Algériens, donc terme raciste, sont racistes. Donc généralisation d'un groupe ethnique. Mais personne n'a dit que cet homme, l'assassin, le meurtrier, était un déséquilibré mental. Ça a été dit maintenant. À l'avancée, il commence à le reconnaître. Oui, on a vu son... Oui, mais c'est très facile de faire du tort et c'est très difficile de le réparer. Une fois que c'est dit... Mais c'est encore plus loin. Il y a une déséquilibré mental. C'est comme ça que je l'appellerai pour ne pas donner son nom de famille. Elle ne m'intéresse même pas. Barbara, qui est dans une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, qui s'est autorisée à dire « Ah, maghrébin, c'est sûr. » Ça, c'est la veille. Ah lendemain, bon, comme ça. Ah oui, mais tranquille. Hein. L'accusation, ça mérite franchement une poursuite, là. C'est fou comme ils peuvent se permettre. Hein. Oui, mais parce que dès qu'il y a de l'Algérien, ça vaut le coup de taper dedans. Oui, bon. Et après, le lendemain, c'est pas le maghrébin. Oui, ça coûte pas cher. C'est un bon compte. On est à la tête de Turc. Hein. Il y a une expression comme ça. La tête d'Algérien aujourd'hui. Et le lendemain, elle dit quoi? Elle dit c'est pas un Algérien, d'accord, mais c'est un musulman. Waouh! Et s'il n'avait pas été musulman, c'est un être humain. Bon, on peut y aller comme ça dans l'inclusif. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on se rend bien compte, et c'est important de le rappeler, que la France n'a pas, enfin, une certaine France, pas la France, Dieu merci, tous les Français ne sont pas comme ça, n'en a pas fini avec la guerre d'Algérie. Parce que, et c'est ça qu'il faut, les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une haine de certains idéologues français contre les Algériens. C'est parce que, et je le rappelle encore une fois, l'Algérie a fait perdre à la France non seulement le plus grand territoire qu'elle possédait en Afrique, qui était l'Algérie, 4 fois et demi la superficie de la France, mais a fait perdre toutes ses colonies noires et arabes africaines à la suite du début de l'insurrection de 1954. Ils ont lâché la Tunisie et le Maroc en 1956 pour concentrer leurs forces sur nous. Et ensuite, ils ont lâché en 1960 tous les pays noirs africains, enfin plus ou moins lâchés. Hein. Et donc ça, c'était quelque chose qu'ils n'ont pas supporté. Et je rappelle que c'est quand même la dernière défaite militaire française du XXe siècle. Donc tout ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées. Ensuite, il y a 1 million de rapatriés qui sont arrivés ici avec la haine au cœur. Et ce million de rapatriés a fait des enfants. On voit bien le phénomène Ménard.
Oui. Donc tout ça pour dire qu'à l'arrivée, effectivement, le retour du racisme anti-algérien, il est extrêmement violent, il n'est pas anodin. Et quand on se rend compte que les Algériens sont bien comportés, ça pose problème. Parce qu'ils aiment la souveraineté. Des bémols, cependant. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que c'est notre frère, le Guinéen qui est mort. C'est notre frère, en effet. Mais moi, je dirais, c'est notre frère, non pas parce qu'il est musulman, c'est notre frère humain. Bien sûr. Tous les humains sont nos frères. Je voulais le dire. Il y a la plus forte raison, quoi. Mais sinon, tous les Français ne nous détestent pas. Bien évidemment. Tous les rapatriés non plus. Moi, je connais des rapatriés, des enfants du bled, comme on dit nous, bled, qui ont vécu là-bas, qui sont nés là-bas, dont les familles sont enterrées là-bas, et qui, malgré tout, continuent d'aimer l'Algérie et d'aimer les Algériens. Beaucoup se rendent, d'ailleurs, régulièrement au pays, qui ne retrouvent pas, malheureusement, ce n'est plus celui qu'ils ont connu, mais ils gardent quand même des attaches charnelles, des liens très étroits avec ce pays, et ils ne nous détestent pas. Il faut le dire, je crois. C'est ce qui fait l'humanité. Ne pas être... C'est-à-dire que l'humain n'est pas... C'est pour ça que moi, je dis pas laid. Quand on dit laid, c'est une généralisation. Absolument. Je dis certains, toujours certains voilà, policiers. Absolument. Et ce qui se passe chez les rapatriés, on a l'exemple, quand même, des exemples extraordinaires. On a Guy Bedos, mais si c'est pas un amoureux de l'Algérie, je sais pas ce que c'est. Et lui, c'est juste un acteur parmi des milliers, nous sommes d'accord. Effectivement, l'Algérie, c'est quand même une pomme de discorde parce que c'est pas une question humaine. Il y a beaucoup de rapatriés qui ont quitté l'Algérie parce qu'ils ont été forcés par le terrorisme de l'OAS, qui a duré 6 mois. Nous avons eu beaucoup de Français blancs, des Juifs dans la révolution algérienne, qui sont battus à nos côtés, qui sont morts. Mais bien sûr, Odin est l'un des... Pas seulement Odin, mais beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup. Mais sinon, je voulais le dire, mais... moi, je ne suis pas très spécialiste dans ces questions-là, mais ce sont surtout certains politiciens et certains journalistes qui font régulièrement commerce de ce genre de détestation, d'exécration. C'est des faiseurs d'opinion. Ils s'en servent. S'ils sont des attiseurs de haine. Ce n'est pas la peine de leur faire de la publicité, de les nommer, mais ils sévissent tous les jours à la télévision française. Et il n'y a pas de contradicteur. Voilà. Alors, Aziz Mouatz, au sujet des initiatives qui fleurissent. La dernière en date, celle du Forum civil, qui a fait appel à 13 personnalités, qui maintenant, il y a 3 personnalités déjà qui ont dit qu'elles n'ont pas été consultées avant la publication de leur nom, alors que les initiateurs avaient déclaré qu'ils avaient consulté tout le monde. Est-ce que vous avez consulté cette initiative, les termes de cette initiative et ses objectifs? Moi, j'ai assisté la matinée du forum organisé par Sir Habi à Ain Bnia le 6 juillet. Non, pas celle du 6 juillet. Je parle de celle du forum civil de M. Ar'ar. C'est Jamaldine, c'est lié. C'est lié, vous allez comprendre tout de suite. D'accord, allez-y. Au départ, il y avait un large panel qui avait donné son accord à Sir Habi, puis à la dernière minute, il y a une partie de la classe politique et puis un peu de la société civile qui se sont retirés. Et ils n'ont pas donné d'explication. Donc, fatalement, moi, quand je suis arrivé le matin, je savais que la conférence allait capoter. Ensuite, il y a eu l'initiative de ce Ar'ar, qui est connu, c'est un membre du RND, qui est très proche de l'ancien président du Sénat, qui a lancé... je ne vous cache pas que moi-même, avec d'autres patriotes sincères, engagés, volontaires et décidés, nous avons l'intention de prendre une initiative pour rapprocher les points de vue. Parce que la question centrale qui se pose, est-ce qu'il faut dialoguer ou est-ce qu'il ne faut pas dialoguer? Je pense que la réponse est évidente. Il faut dialoguer. Avec qui, comment, c'est une autre paire de manches. Alors, nous avons des préalables qui sont incontournables, à mon avis. Le premier préalable, il faudrait que ceux qui sont en charge des affaires du pays, ils procèdent immédiatement à la libération de tous les détenus d'opinion. Deuxièmement, il faut abroger les lois sur les manifestations, celles qui ont été signées par Belflis en 2002. Libérer le champ de la manifestation, les manifestants, le hirak, de discuter avec la police, les informer du circuit et travailler ensemble, la main dans la main, et organiser les manifestations parce que le hirak, personne, je dis bien personne, ne va l'arrêter. Troisièmement, il est impératif immédiatement qu'on libère le champ médiatique public. La télévision, la chaîne 3 le fait un peu, mais la télévision publique, il faut absolument qu'elle soit ouverte au dialogue, aux échanges,
Parce que c'est là que ceux qui sont, à mon avis, l'élite et la crème du Hirak, parce que l'élite du Hirak existe, l'élite qu'on a connue jusque-là n'existe pas, elle a disparu pour des tas de raisons, mais au niveau du Hirak, je vous rassure, si jamais le dit, moi je connais des gens qui sont très bien, c'est des jeunes, c'est des étudiants, c'est des enseignants, c'est des chercheurs, c'est des médecins, ils ont une vision extraordinairement patriotique de ce pays et ils sont prêts. Il faut les inviter, il faut les associer, il faut qu'ils viennent. Il ne faut pas que le Hirak désigne des représentants parce que c'est la... Ça a été déjà fait par ailleurs, notamment à la Roche, et on sait ce que ça a donné. Donc, libérer le champ médiatique, ouvrir la télévision publique, ouvrir les radios publiques au débat. Ensuite, quatrième proposition, il faut nommer un gouvernement technocratique qui ne gérera que les affaires courantes, qui ne désignera rien et personne. Cinquième point, remplacer tous les walis et les chefs de daïra qui sont soit incompétents, soit mêlés à des affaires de malversation. Et enfin, sixièmement, aller à la désignation d'une commission qui, à ce moment-là, pourra préparer l'élection présidentielle. Pour ce qui est des trois propositions qui sont là, patentes au niveau du pays, il y a ceux qui préconisent la transition, il y a ceux qui préconisent la constituante et il y a ceux qui préconisent la présidentielle. Il faut impérativement faire le meilleur choix. Et je crois que ce qui a été attribué à Xavier Driancourt, l'ambassadeur de France, dénote d'un réel pragmatisme, parce que lui, il est d'abord soucieux des intérêts de son pays, mais il est aussi soucieux du calme et de la sérénité. Mais il va à l'encontre d'une revendication majeure des manifestations qui disent non, on ne veut pas d'élections dans des conditions actuelles. Et lui dit il faut faire des élections rapidement et dans les conditions actuelles. Je suis désolé de partager ce pragmatisme avec lui parce que c'est à partir de la présidentielle que l'on pourra construire à ce moment-là une nouvelle constitution. Ensuite, aller vers des élections législatives, désigner un nouveau Parlement. Et dans ce nouveau Parlement, il y aura une émergence de forces vives de la nation qui émaneront du Hirak, parce que le Hirak va les pousser si on ouvre le champ médiatique. Mais excusez-moi, Aziz Mouatz, d'abord, il y a un problème majeur. C'est que l'armée, qui est la véritable détentrice du pouvoir, ouvertement, elle ne s'en cache plus, elle refuse d'être considérée comme partie prenante. Elle refuse de s'asseoir à une table non pas du dialogue, mais des négociations. D'abord, il y a ça. Ensuite, les élections présidentielles que vous préconisez et que vous soutenez vous-même, dans les conditions actuelles, nous savons tous, Aziz Mouatz, vous autant que tout le monde, que depuis 1962, il n'y a jamais eu d'élection honnête et transparente et que le pouvoir est passé maître dans l'art de frauder les élections et que rien n'a changé. Et qui nous garantit qu'ils ne vont pas, comme nous l'a dit l'Akhdar Bouraga'a, nous sortir ce président qu'ils ont déjà sous le coude? Alors, moi je vais vous répondre tout de suite. Vous avez mal écouté. Les 6 points que je vous ai cités sont les 6 points cardinaux à travers lesquels on pourra d'abord rétablir la confiance entre les tenants du pouvoir actuel et la population et le Hirak. Si on ne leur donne pas ces garanties, si on ne les associe pas à toutes les décisions, à tous les dialogues, eh ben on va tourner en rond comme ça. Qui? On n'associe pas qui? Qui? De qui vous parlez? Il faut qu'on associe les forces vives. Je parle du Hirak, je parle des forces vives. Non, mais l'armée, elle refuse de faire partie de la négociation. C'est pas nous. Non, mais alors, ça c'est la formule soudanaise. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, c'est la formule soudanaise. C'est faire abstraction de ce qu'est l'armée algérienne et de ce qu'est le pouvoir algérien. Moi, il y a 3 mois, je leur ai dit... Donc, d'après vous, l'armée doit rester au-dessus de la mêlée alors qu'elle a le véritable contrôle. Elle a le contrôle de la situation. C'est elle qui a le volant. C'est elle qui a le volant. Elle doit garder le contrôle de la situation. Ah bon, d'accord. C'est la seule institution. C'est la seule institution qui fonctionne et c'est la seule institution. N'oubliez pas que nous avons 5500 km et que nous sommes voisins du Sahel, voisins de la Libye, voisins du Sahara occidental, voisins du Niger. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Personne n'a le droit de déstabiliser. Alors pourquoi ne pas lui offrir... Aziz Mouatz, pourquoi ne pas lui offrir le pouvoir total, intégral
que les généraux deviennent réellement ceux qui sont déjà les chefs de ce pays, qu'on n'en parle plus, et nous, on n'a qu'à rejoindre nos pénates et on les laissera faire comme ils l'ont toujours fait, de la façon aussi honnête qu'ils l'ont toujours pratiqué. Aziz Mouatz. On essaye de le joindre de nouveau, s'il vous plaît, de la régie. Alors, Khaled Zirem, vous êtes avec nous? Ah, pardon. Omar Tabet. Omar Tabet. On essaye de rappeler Omar Tabet et Aziz Mouatz, s'il vous plaît. Khaled Zirem. Oui, M. Bechnouf. Alors, Khaled Zirem, donc, M. Xavier Driancourt, curieusement, nous, selon Maghreb Intelligence, ça reste à confirmer en tout cas, mais il semble que ce soit confirmé déjà. Il considère que seule l'organisation d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais permettra à l'Algérie d'éviter la déflagration. Ainsi, ces mots qui ont été rapportés par Maghreb Intelligence sont vrais, s'ils sont confirmés. Je me demande ce que diplomatie veut dire. À votre avis, Khaled Zirem? Ce que diplomatie veut dire, l'Algérie, la chasse gardée de la France, elle a des intérêts à défendre, ils sont dans leur rôle. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, en Algérie, ce discours ne passe plus. J'ai bien entendu vos invités, notamment la dernière personne qui est intervenue. Aziz Mouatz. Aziz Mouatz. Aziz Mouatz nous parlait de son choix pour la présidentielle. La rue algérienne, aujourd'hui, elle dit clairement, nettement et précisément qu'avec ces gens-là, on ne veut rien. Et vous savez, M. Bechnouf, il n'y a personne normalement constitué qui est contre le dialogue. Personne ne peut être contre le dialogue. Mais oui, d'abord, Khaled Zirem, pourquoi tout le monde parle de dialogue alors qu'on devrait parler de négociation, comme l'a si bien souligné Jamel Zinati? En fait, ce n'est pas de papoter entre nous, comme nous le demande l'armée. C'est de négocier avec les vrais tenants du pouvoir pour leur permettre de s'en aller progressivement, quitte à leur promettre l'impunité ou je ne sais quoi, mais de recouvrer le pouvoir, qu'ils puissent restituer le pouvoir. Alors que l'armée est en train de dire non, moi je ne suis pas partie prenante, moi je suis l'arbitre de la situation. L'armée a réellement témoigné ces dernières semaines sa volonté de ne pas quitter le champ politique. Elle l'a investi, elle le tient et elle l'affiche. Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Il y aura des négociations. Ces négociations auront lieu uniquement lorsque ce haut commandement militaire témoignera officiellement et publiquement sa volonté de quitter le champ politique, qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Et la rue algérienne elle répondra vendredi prochain encore une fois. Nous avons eu la Coupe d'Afrique, maintenant il nous reste l'Algérie. Et cette Algérie, nous allons la voir de manière à ce que nous allons les accuser à négocier avec le processus révolutionnaire. Cette histoire de représentants ou pas, ça viendra le moment voulu. Mais le préalable du préalable, c'est que l'armée, le haut commandement militaire, témoigne officiellement. Oui, Khaled Zirem? Ah, nous l'avons perdu. Nous allons regarder quelques images à Alger des étudiants en manifestation aujourd'hui, puis nous revenons à nos invités.
المجلس الشعبي يا المجلس الشعبي نوكل عليك ربي حكومة البريكولا ديكاش 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 حكومة المونتاج حكومة المونتاج حكومة الخاينين حكومة الخاينين عصابة الكوكايين عصابة الكوكايين حكومة الخاينين حكومة الخاينين والأدلة كاينة Alors, Gamal Abina, contrairement à l'ambassadeur de France, c'est fou hein, ce qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon, mais la déclaration de Pierre Gillon, ambassadeur de Belgique en Algérie, n'a rien à voir avec celle de M. Xavier Drioncourt. Écoutez bien, hein. La Belgique soutient une transformation de l'Algérie qui réponde aux aspirations démocratiques. Et il dit plein de choses, je vais vous citer un seul passage. La Belgique soutient une transformation de l'Algérie qui réponde aux aspirations démocratiques exprimées par son peuple. Elle souhaite et espère que l'Algérie la réussisse pour le bonheur et la prospérité de ses citoyens. Et il dit plus loin, un pouvoir civil, démocratique. Là, c'est un tabou qu'il a transgressé. Puisque M. Gaïd Saleh, même les Algériens n'acceptent pas qu'ils le disent. Il les a traités de traîtres à la nation. Alors le diplomate belge, il dit ceci. Un pouvoir civil démocratiquement élu, des élections libres et transparentes, un véritable état de droit, une bonne gouvernance, le respect des libertés fondamentales, l'égalité entre les hommes et la femme sont autant de valeurs que mon pays, etc., etc. Le 22, il dit par ailleurs, le 22 février 2019 et chaque vendredi, depuis cette date, porté par un élan formidable, la jeunesse algérienne et de nombreux Algériens ont décidé de conquérir leur lune. Ils ont décidé de prendre en main leur destin et de réaliser leur rêve d'une Algérie nouvelle. Plus loin, depuis 22 semaines, les Algériens expriment fièrement et pacifiquement leur soif, leur volonté de se bâtir un nouvel avenir. Ces 22 semaines font l'admiration de tous les observateurs. Nous, diplomates, sommes les témoins privilégiés de l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux, etc., etc. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce message de M. Drioncourt qui se range corps et bien, j'allais dire, avec les oukases de M. Ahmed Gaïd Saleh. Bah, ce qui est très fort, à mon sens, moi, ce qui me marque le plus, en réalité, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, Louis Farrakhan a fait une manifestation, ça a été dur, il a fallu qu'il fasse appel à toutes les forces possibles et imaginables pour amener 1 million de personnes à nouveau devant le Capitole. Oui. Tout le monde en a parlé. 1 million de personnes. En Algérie, depuis le 22 février, c'est des dizaines de millions d'individus. Oui. Le premier vendredi, selon Reuters, une agence très sérieuse, oui, bien sûr, il y a eu 22 millions. 22 millions. C'est-à-dire que 22 millions. Fois. Oui, mais c'est dire que depuis l'histoire de l'humanité, je ne parle pas de choses légères. À part la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vu 5 millions d'Anglais dans la rue, on a vu beaucoup de gens dans la rue, dans différents pays. Mais dans un pays, 22 millions, un habitant sur deux dans la rue, de façon pacifique pour réclamer... Quasiment tous les adultes. Voilà, c'est du jamais vu. Oui. Et bizarrement, ce qui aurait dû forcer l'admiration des élites françaises, des intellectuels et surtout des médias, c'est de se dire, vous vous rendez compte que ce pays-là, parce qu'en France, 200 000 personnes, c'était la panique avec les Gilets jaunes. Comment ? Après, maintenant, ils sont 10 000, c'est encore la panique, il faut être très clair. Ce pays, qui est finalement une sorte d'enfant naturel de la République française, puisqu'on est la conséquence de cette colonisation. Ce pays-là, j'exagère un peu, je fais exprès, parce que je vais expliciter mon propos. Oui. Pourquoi enfant naturel ? Parce que finalement, l'institution algérienne ressemble à l'institution française. Je parle de l'État algérien, centralisé jacobin, ça ressemble à la France. Malheureusement, parce qu'on aurait pu faire un autre modèle, à la limite, pratiquement, on voudrait nous vendre de la laïcité à la française. Pour dire que réellement, on a un problème par rapport à la perspective. C'est-à-dire que l'Algérie aurait dû se réinventer. C'est là où j'invite vraiment les Algériens à le faire. Quand je dis enfant naturel, c'est que le pouvoir qui est... Déjà, enfant naturel est très
péjoratif. Mais c'est pour ça que je le dis. Connotation, oui. Réellement. C'est très négatif. Pourquoi? Parce que dire un autre mot autrement plus. Je ne vais pas le dire, mais bon, dans tous les cas, je veux dire, c'est monstrueux parce qu'ils auraient. Bon, c'est vrai qu'il faut comprendre. 16% de gens qui savent lire et écrire à la fin de la Révolution, ça explique qu'ils n'avaient pas trop de modèles, pas trop de choix. Ils ont essayé le soviétisme, enfin le communisme russe. Ils ont essayé un peu le nasserisme. Ils ont essayé un peu tous les modèles parce qu'ils n'avaient pas leur propre modèle référent. Et malheureusement, le modèle qui s'est instauré, c'est un modèle à la française. L'État, l'armée, la police. En gros, c'est ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut se réinventer. C'est-à-dire que les Algériens sont des gens très intelligents, indiscutablement. Le niveau universitaire algérien qui était tant décrié, et finalement, on commence à se rendre compte, pas si mauvais que ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut dire quoi? Il faut dire, si l'Algérie veut se libérer, il faut très rapidement, il faut effectivement qu'elle réinvente un modèle de société et il faut que le peuple puisse s'exprimer et ne pas accélérer une transition soi-disant qui serait une présidentielle anticipée finalement, alors que les gens ne sont pas encore prêts à présenter un candidat. Rien n'est structuré pour le moment. Et c'est en ça que je préfère le discours de l'ambassadeur belge plutôt que français. Alors, dernier tour de micro. Aziz Mouatz, les perspectives qui se dessinent seront, selon vous, nous allons aller vers quoi? Nous allons aller irrémédiablement vers un dialogue. Nous allons discuter avec les tenants du pouvoir par des moyens humains, normaux. Il faut aller à la table de discussion, il faut faire des propositions, il faut ouvrir le champ médiatique, il faut laisser les gens s'exprimer et il faut se dire une chose. Nous n'avons que ce pays, il n'y a que cette Algérie-là, et la seule institution qui reste encore valide dans ce pays, c'est l'armée. Donc il n'est pas question que quelqu'un y touche. Quoi, c'est clair, c'est net, c'est précis. On ne veut pas que notre pays, que l'État soit démoli par les gens qui appellent au dégagisme. C'est trop facile de dire tout le monde dégage. Votre infirmier qui a travaillé sous votre l'État, il faut qu'il rentre à la maison. Le facteur, il faut qu'il rentre à la maison. Le boulanger, il faut qu'il fabrique de pain. C'est quoi cette histoire? Il faut que le Hirak a montré qu'il était sage, qu'il était intelligent, qu'il était percutant, qu'il collait à la réalité. Donc il est capable de nous laisser travailler pour qu'on puisse installer un vrai État. Mais c'est le Hirak qui dit Aziz Mouatz. C'est le Hirak. Pardon, je vous laisserai reprendre. Oui. C'est le Hirak qui dit c'est le Hirak qui dit Madaniya Meshi Askariya. C'est le Hirak qui dit Sha'ab Yurid l'Istiqlal. Mais personne n'est contre le Hirak. Seulement le Hirak ne peut pas imposer ce qui n'est pas imposable. C'est comme un médecin. Moi, je suis là pour vous dire, voilà quel traitement il faut. Le traitement que nous sommes tous pour le dégagisme. Moi aussi, j'aimerais bien que tout le monde parte. Mais si c'est pour détruire le pays, je ne vois pas l'intérêt. Je suis désolé, ça ne marche pas. On peut leur expliquer, au niveau de Moustagana, on explique au Hirak et les gens ils comprennent très bien que ça va être par étapes, que ça va être fait de manière intelligente. Il y a un mot qu'on n'a jamais utilisé encore dans cette émission. Il faudrait que la justice passe, mais la vraie justice. La justice qui soit complètement autonome, qui ne reçoive pas de coups de fil, qui ne reçoive pas et qui juge les gens. Il y a des gens, ceux qui ont été internés pour délit d'opinion, il faut les libérer, franchement. C'est un minimum. Merci Aziz Mouatz, merci. C'est moi. Alors, dernier tour de micro, donc il nous reste Omar Tabet. Est-ce que Omar Tabet est avec nous? Omar Tabet? Pour une fois. Omar? Bonsoir encore une fois, chers messieurs, chers invités, chers téléspectateurs. Si vous me permettez bien sûr de porter par la réponse fondamentale qui nécessite d'être dite. Je vous demande juste d'être bref parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vais faire de mon mieux pour synthétiser mes réponses en 3 minutes au maximum. Parce qu'il y a des choses qu'on a entendues actuellement qui ne représentent en aucun cas les revendications du peuple. Je tiens juste à dire une chose. Heureusement, c'est que nos interventions ne représentent que nous-mêmes. Parce que dire qu'il faut y aller s'allier avec le pouvoir, s'attabler avec le pouvoir pour y aller vers un dialogue avec le pouvoir, pour faire sortir de l'Algérie de l'impasse, ou bien de cette crise politique, pour dire que le Gaïd Salah, ou bien Ben Salah est le représentant légitime de cette nation actuellement, pour dire que Omar Tabet, excusez-moi, juste une remarque, je vous laisse poursuivre. Il faut bien, dans une table de négociation, il faut bien s'asseoir avec tout le monde, y compris avec les adversaires. Vous ne pouvez pas discuter tout seul, surtout si eux ont la force
de leur côté, il faut négocier avec eux leur propre départ. Absolument, vous avez tout à fait raison. Maintenant vous m'avez posé la question et vous êtes en train d'attendre mon avis. Mon avis en tant que jeune étudiant qui ne dépasse pas 24 ans, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais ça reste un avis personnel. Je tiens à le transmettre à ce peuple qui nous regarde actuellement. Il ne faut en aucun cas s'attabler avec le pouvoir, parce que si on doit se voiler la face, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Le peuple qui sort chaque vendredi, il dit le peuple qui sort chaque vendredi, il dit il y en a marre de ce pouvoir corrompu. Le peuple qui sort chaque vendredi, il dit Bedoui dégage, Ben Salah dégage, Gaël Salah dégage. Maintenant, s'il y a des gens qui essaie de pousser le peuple vers des élections, il faut savoir une chose, c'est que cette chance que nous avons actuellement, cette révolution qui a commencé à partir du 16 février et non pas le 22, c'est une force énorme. C'est le seul slogan. Chaque vendredi dit le seul héros, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le seul président. Et merci Omar Tabet. Le mot de la fin vous revient, Khaled Ziram. Donc, M. Benchnouk, pour terminer, il n'y aura pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Il y aura des négociations. Nous allons négocier la rue algérienne. Le moment voulu fera sortir ces délégués qui négocieront avec le haut commandement militaire son retrait définitif du champ politique. Tant que le haut commandement militaire n'a pas témoigné officiellement, publiquement, sa volonté de se retirer définitivement du champ politique, nous irons nulle part. Et nous négocierons. Et nous ne parlons avec personne. Des feuilles de route, des gens proposent des choses. Et continue de proposer, continue de faire diversion, continue d'essayer de gagner du temps. Mais Paris a définitivement compris que le préalable aujourd'hui, c'est le haut commandement militaire officiellement, publiquement, qui témoigne de sa volonté de se retirer définitivement du champ politique. À ce moment-là, on n'ira même pas vers des négociations, parce qu'il y aura des préalables avant d'arriver vers des négociations. Les préalables sont quoi? Un de vos invités les avait dit, entre autres, mais on peut encore en citer d'autres. La libération des détenus d'opinion dans l'immédiat, la libération du champ médiatique, le gel des lois liberticides. Parce qu'il y a des lois liberticides qui sont encore en cours aujourd'hui en Algérie. Il y a une loi encore en vigueur en Algérie qui dit que si vous parlez aujourd'hui de la décennie noire, vous êtes passible de prison. Donc, tant qu'on ne gèle pas ces lois liberticides. Je suis désolé, je dois vous interrompre, Khaled Ziram, vous me pardonnerez. En tout cas, merci Khaled Ziram, merci Aziz Mouatz. Merci Omar Tabet, merci Jamal Abina. Je vais ajouter une petite chose pour la plaisanterie. Oui. À l'époque, il y avait le clan des moustaches qui se battait contre le clan des barbus. Aujourd'hui, c'est le clan des moustaches qui veut négocier face au peuple. Ouais. Et ce serait intéressant que le peuple l'emporte. Le clan des moustaches, c'est les militaires? Ah oui, les moustaches, c'est tous des moustachus. Merci à vous. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqa ala khair, salama. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, fermez le Tazir. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, fermez le Tazir. وشبيهم راهم يبدلوا ميصاج باين قاع يروحوا هم يطولوا شعب قالوا هذا بلادو يا ويحيى زاير ماشي سوريا نفهم
خالي تجمع الشعب والحكومه وقتاش يتصفى لحسن في بلادنا خرجه من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبه نتوما سبابه مع البارش درنا لهم كيما رضونا ومرضوها قالوا دي مستعقله وخلي ولا فنيان لا ما بقاش واش يصيد بعد ما كلا على الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير الكرسي معليش يجيبوا تاع عريان تاريخنا طويل ما نوفي باجا غلط اللي قال ولفنا الكاجا ليبرتي اي ما في لالجيري ما فيارتي سيو سكتوني الحق راه في بلادي اي مورتالي افي الحق راه في بلادي اي مورتالي افي